Voici la carte de l'Ukraine au 8 mars 2025 et on va commencer par quelque chose de très très étonnant. Nous avons des bateaux et des drones ukrainiens qui sont allés en mer Noire sur le champ de gaz à condensat russe. Et il y a des Ukrainiens qui ont débarqué sur la plateforme de gaz de Golitsyn, se sont pris en selfie et sont repartis tranquillement. Il y avait plusieurs bateaux et plusieurs drones. Alors là, très très mauvais côté russe. Alors très mauvais côté russe parce que la sécurité en mer Noire aurait dû être faite par les Russes il y a déjà plus d'un an et demi suite à un amiral russe qui a été viré parce il était très très mauvais et à cause de lui, il y a beaucoup de bateaux russes qui se sont fait toucher par des drones navals. Donc il a été viré. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des Ukrainiens, juste pour provoquer les Russes, sont venus, ils n'ont même pas saboté la plateforme de Golitsyn, ils sont pris en selfie, ils sont repartis. Alors évidemment, ça fait très mal au niveau de la réputation du prestige russe dans la mer Noire. Alors c'est de la provocation pure, même pas de sabotage, hein, je le répète. J'ai vu ça sur une source Telegram ukrainienne qui me semble tout à fait sérieuse, donc pour moi tout est vrai. Et là, les Russes ont été très 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 mauvais. Très mauvais. Et bien joué pour les Ukrainiens d'avoir démontré qu'il n'y avait aucune sécurité, alors que normalement les Russes auraient dû sécuriser énormément, à minima, leur plateforme pétrolière et gazière. On voit que pour celle-là, tout du moins, c'était pas le cas. Donc là, grosse faute côté russe, bien joué côté ukrainien. Alors maintenant, dans les frappes générales, on va parler que des frappes russes, que les Ukrainiens n'ont strictement rien fait de notable, même avec des drones. Donc là, les Russes ont frappé 5 grosses villes concernant leur infrastructure énergétique via des missiles et des drones. Donc on a Ivano-Frankivsk, Ternopil, Tchernigov, Poltava et Kharkov. Donc je le répète, frappe massive russe de missiles et de drones sur les infrastructures ukrainiennes. Ensuite, on a sur Kryvyi Rog un hôtel qui a été détruit par un missile. Dans cet hôtel, il y aurait des hauts gradés ukrainiens et surtout pas mal de gradés étrangers. Alors, certains blogueurs russes parlent de gradés ou d'instructeurs français. Je ne le sais pas, je ne peux pas confirmer l'information. Autre information vraiment importante, un centre d'entraînement qui a été touché. Ça a été révélé par The Kiev Post, un grand journal ukrainien qui a repris ce qu'a dévoilé le ministère de la Défense russe. Ils l'ont repris tel quel, donc c'est vrai. Sinon, ils ne l'auraient pas repris tel quel dans un grand journal ukrainien. Donc le Kiev Post dit 150 soldats morts et 30 instructeurs étrangers tués. Quasiment. Alors là, cette fois, c'est pas comme l'hôtel de Kryvyi Rog, hein. Là, presque tout le monde est d'accord concernant les blogueurs russes que ce serait 30 instructeurs français. Là, par contre, il y aurait peu de doutes. Donc là, ça fait très 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 mal. Alors, comme je vous l'ai dit dans le point sur l'Ukraine du 8 mars, The Kiev Post nous indique que le gouvernement ukrainien est très en colère parce qu'ils avaient interdit depuis très longtemps déjà les rassemblements en un seul point. Eh bien, ils ont continué. Il y a une enquête gouvernementale qui est en train d'être faite pour savoir qui sont les fautifs pour avoir fait ce camp d'entraînement et avoir rassemblé au même moment autant de monde. Donc il y a une enquête qui est faite. Voilà. Concernant les frappes énergétiques, on revient sur une frappe russe au nord de Zapalojye. Il y a une usine de production de gaz de Litserna qui a été touchée par un missile russe.
Ça brûle depuis 3 jours. Au moment où je vous parle, ça brûle depuis 3 jours. Donc ils n'ont toujours pas réussi à éteindre l'incendie, les Ukrainiens, sur leur usine de production de gaz au nord de Zaporojye. Voilà, alors maintenant on va parler du front. Alors je vous garde le meilleur pour la fin sur Kursk parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires sur Kursk. Alors Kherson, sur le front, il ne s'est rien passé. Sur Zaporojye, sur le front, rien de notable à dire. Évidemment, sur Donetsk, il s'est passé des choses. Là, vous voyez une avancée russe notable tout en longueur vers la ville minière de Shevchenko, la grosse mine de lithium, une des plus grosses d'Ukraine. Donc vous voyez que les Russes, là, ont fait une avancée vraiment notable et ils se dirigent vers la mine de Shevchenko. Dans la région de Paklovsk, les Russes ont fait une grosse avancée aussi. Là, CH, ça veut dire charbon, hein. Il y a les 3 mines principales de charbon de première qualité, donc ont été prises par les Russes. CH veut dire charbon. C'est pour ça que je les ai entourés d'un cercle jaune. Donc là, une avancée russe une avancée de la Russie importante dans cette zone-là. Par contre, là, il s'est passé quelque chose d'assez rare. On a eu une attaque moyenne ukrainienne ici sur une autre ville qui s'appelle Shevchenko. Et ils ont réussi apparemment, alors soit à repousser les Russes, soit les Russes ont fait leur stratégie habituelle, c'est-à-dire de retraite stratégique, bombarder les Ukrainiens, ensuite revenir, on ne sait pas, c'est en flottement. Bref, nous verrons s'ils arrivent à garder leur position. Je n'y crois pas parce que c'est extrêmement rare qu'ils arrivent à garder leur position. En 3 ans, j'ai vu très 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 peu d'occurrences. Voilà. Alors par contre, ils ont fait à droite une plus grande attaque et cette attaque-là, par contre, elle a été repoussée. Voilà, alors j'ai pas plus d'informations, on verra la semaine prochaine. Si les Ukrainiens arrivent à garder leur position la semaine prochaine, bah, là ils auront fait fort parce qu'il y a énormément de troupes russes ici. Voilà, c'est pour ça que je tends à penser qu'il y a une très forte probabilité qu'ils aient fait la tactique habituelle et complètement typique de Sourovikine, c'est-à-dire recul stratégique, bombardement, artillerie, drone, et ensuite ils reviennent pour les écraser. Et bien sûr, quand il faut une retraite stratégique, comme d'habitude, les Ukrainiens s'engouffrent évidemment pour essayer d'aller les chercher, parce qu'ils pensent avoir gagné l'attaque, l'embuscade, et puis au final, ils se font massacrer. Ça, c'est comme ça que ça se passe dans 99% des cas. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur Paklovsk. On peut voir quand même qu'étant donné les forces qui ont été envoyées, on sent que les Ukrainiens là tentent le tout pour le tout, hein. Ils donnent leur dernière force parce que c'est complètement suicidaire. Ça n'a aucun sens stratégique. Au lieu de faire comme ils font d'habitude, c'est-à-dire d'être en purement défensif, de faire une mini forteresse, bref, de se bunkériser, ben non, ils envoient des forces comme ça, alors qu'ici c'est très puissant côté russe. C'est complètement ridicule, c'est des forces suicides, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment malheureux, militairement, c'est malheureux, parce que c'est que de la communication, encore une fois. C'est extrêmement triste, pour ne pas dire extrêmement tragique, pour les pauvres gars ukrainiens qui sont envoyés sur le front ici, sachant qu'ils vont se faire massacrer, et que de toute manière, même s'ils réussissent à récupérer ce petit bout, qui fait quelques centaines de mètres, ils vont se faire massacrer de toutes les manières. Ça aura servi à quoi? Ça aura servi à quoi? À rien, bien sûr. Sur Toretsk, ben les forces ukrainiennes, franchement, ils lancent tout, c'est pareil. C'est comme Paklovsk, il y a très peu d'endroits où les forces ukrainiennes maintenant concentrent vraiment leurs forces, hein. C'est Paklovsk, Toretsk, Tchassivial,
Kupiansk et Kursk, hein. Voilà où ils concentrent vraiment leurs forces. Ils jettent toutes leurs forces. Alors évidemment, c'est un massacre chaque semaine. Ils envoient, ils envoient, ils envoient. Donc apparemment, je suppose que les soldats ukrainiens sont gardés dans le noir total quant à ce qui se passe dans le monde, les décisions de Donald Trump des États-Unis quant à l'Ukraine. Je suppose qu'ils sont gardés dans le noir total. Sinon, je pense qu'ils tenteraient pas ce genre de choses. Alors ce n'est que mon humble avis, peut-être que je me trompe complètement et qu'ils sont complètement retournés dans leur tête et qui voient les Russes comme d'habitude, hein, comme on nous le dit dans les médias ukrainiens, c'est-à-dire comme des orques qu'il faut abattre à tout prix. Je ne le sais pas. Peut-être que c'est ça. Donc sur Tchassiviar, énorme résistance ukrainienne aussi. Les Russes sont en mode purement défensif. Ça n'a pas changé. Là sur Siversk, grosse force ici. Je suppose qu'ils vont faire une attaque sur Siversk eux-mêmes bientôt, peut-être la semaine prochaine. Mais là, il y a une forte concentration de l'armée russe ici. Exactement ici. Je pense qu'ils vont agir très très bientôt. Là, il y a une avancée russe notable. Évidemment, le but des Russes, c'est de prendre Krasny Liman pour ensuite piquer sur Slaviansk, bien évidemment. Là aussi, une avancée russe notable, pas importante, mais notable. Là, sur Kupiansk, il s'est passé quelque chose aussi, hein, à l'image, exactement à l'image de Paklovsk. Là, les Russes ont reculé. Bon, de tout cela, les forces ukrainiennes ont lancé un grand assaut ici, les forces russes ont reculé, disais-je, et maintenant, voilà, on verra la semaine prochaine. Est-ce que là, ils ont reculé pour... ça, c'est les lignes de la semaine dernière. Donc les Russes ont reculé. Est-ce qu'ils ont reculé pour faire cette retraite stratégique, bombarder, drone, etc., et ensuite massacrer les Ukrainiens qui se seront jetés dans la faille? Je ne le sais pas, on verra la semaine prochaine s'ils ont réussi à tenir leur position. Donc on verra si le fait de tenter un tout de poker et de jeter énorme, quasiment une grosse partie, plus que je dirais 60% de leur force dans cet assaut qui était sur Kupiansk, en plus en traversant la rivière Oskol, très risqué en plus, on verra si le risque à payer ou le coup de poker à payer. Donc là, vous voyez que là, c'est très inhabituel parce que là, les Ukrainiens ont avancé et là, c'est les Russes qui ont avancé. Donc vous voyez, ça fait un signe assez étonnant. Donc là, les Ukrainiens avancent, les Russes ont reculé. Là, les Russes ont avancé. Évidemment, ils veulent prendre Kupiansk par le nord. C'est un triangle rouge parce que c'est quelque chose de très très important. Donc vous voyez, on est dans des situations Paklovsk, Kupiansk, très inhabituelles où vous avez des avancées russes et d'un autre côté une avancée ukrainienne, rarissime. Alors là, j'ai fait une flèche bleue parce que il y a là, d'après le télégramme ukrainien que j'ai vu, comme il y a eu une énorme avancée russe, ils ont pris tout ça il y a 2 semaines, une énorme avancée russe, les Ukrainiens ont paniqué et ils ont envoyé énormément de forces pour essayer de bloquer l'avancée russe. Parce que là, les Russes avançaient beaucoup trop vite et trop fortement. Donc là, ils sont en mode pompier, les Ukrainiens. On va voir s'ils ont réussi à arrêter les forces russes ici. Et évidemment, on va finir sur Kursk. Alors là, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Alors on va commencer par le sud, hein. Moi je commence toujours par le sud. Là, vous voyez, il y a la grande route principale qui permet d'alimenter Souja et une autre petite route que j'ai dû surligner en jaune parce que sinon on la voit pas. Elle est trop trop petite. Et donc la grande route, les Ukrainiens continuent de l'utiliser alors qu'elle est complètement bombardée par des bombes planantes, par des drones, par des missiles. Et ben ils l'utilisent quand même. Ils l'utilisent quand même.
Et ils utilisent cette petite route aussi, donc il n'y a que deux routes, hein. Il n'y a que deux routes. Celle-là, c'est la grande route principale. Et celle-là, c'est la petite route. Ils utilisent maintenant aussi la petite route, bien entendu, pour alimenter Souja. Bien entendu, les deux routes sont bombardées par les Russes, mais maintenant, les Ukrainiens sont obligés d'utiliser ces routes-là quand même. Je vais vous montrer une petite vidéo. C'est la première fois que je fais ça dans les cartes militaires. Mais là, je dois vous le montrer parce que c'est exceptionnel. Et ça va vous confirmer de visu, via une vidéo ukrainienne, je dis bien ukrainienne, l'état catastrophique de Koursk côté ukrainien. Koursk, c'est catastrophique pour l'Ukraine. Je vous l'ai dit chaque semaine, je vous l'ai dit. Mais voilà, là ce n'était que ma parole. Maintenant vous allez voir avec une vidéo, je vous montre ça. Alors voilà, côté ukrainien, ce qu'on voit sur la route principale. Alors vous voyez que c'est de nuit, bien évidemment, parce que 2 jours ce serait du suicide avec les drones russes. Donc vous voyez un peu tous les véhicules sur le bas-côté. Énormément de véhicules blindés, mais aussi de véhicules normaux, j'ai envie de vous dire, de particuliers. Voilà, donc principalement des véhicules de l'OTAN, hein, quand ce sont des véhicules blindés. Mais vous voyez le cimetière. Vous voyez, c'est pas la première fois que je vois ce genre de vidéo. Je vous ai déjà raconté ça il y a 2 semaines où je vous avais dit que j'étais effaré par le nombre de véhicules que je voyais sur les routes de l'OTAN. J'ai été effaré. Ben, là, une autre vidéo, mais cette fois-ci exceptionnellement, je vous la montre parce que c'est parlant, quoi. Voilà. Donc là, on vient de voir les véhicules qui étaient sur cette route-là. Alors, je ne sais pas quelle était la section qui a été filmée par les Ukrainiens, mais en tous les cas, c'est impressionnant. Alors, pour Koursk, alors là, des avancées russes absolument incroyables. Ça, c'est les lignes de la semaine dernière. Donc, en fait, c'est tellement incroyable que j'en croyais pas mes yeux qu'il y ait eu une telle avancée. Bah, vous voyez surtout ici. Alors, outre les avancées, vous avez entendu parler, peut-être, pour les connaisseurs, il y a eu un exploit russe, ils ont utilisé un pipeline de gaz de Souja, donc qui alimente l'Europe, hein. Ils ont utilisé un pipeline de 12 km ou 15 km de long et plusieurs unités d'élite russes sont allées dans ce tuyau pour prendre à l'arrière des forces ukrainiennes. Et ils ont débarqué ici, apparemment, les Russes, d'après ce que j'ai compris. Donc en gros, le pipeline, il serait ici. Et quoi, dans cette zone-là, je ne sais pas exactement. Et ils auraient remonté comme ça sur 12 ou 15 km et ils auraient débarqué dans cette zone, les Russes. Voilà ce que j'ai cru comprendre. Et ça a permis de prendre les Ukrainiens ici complètement par l'arrière. Et donc ça a permis de gagner cette bataille très importante et donc de faire une telle avancée russe. Alors imaginez-vous, hein, tous ces soldats recroquevillés dans un tuyau sur plusieurs jours. Ils sont restés plusieurs jours dans ce tuyau avec des relents de gaz restants, bien évidemment, et recroquevillés à avancer comme ça sur 15 km à peu près. Vraiment, faut avoir un mental d'acier pour pouvoir faire ça, hein. Et en plus finir victorieux à la fin, hein. Donc je suppose qu'ils vont être récompensés en Russie, ces soldats-là. En tous les cas, bah, c'est bien joué, c'est très très bien joué tactiquement. Voilà, donc alors maintenant, alors c'est pareil, l'avancée est tellement énorme que je n'en croyais pas mes yeux. Et là, encore une fois, exceptionnellement, je vais vous montrer les cartes de 2 sources différentes, 2 sources russes donc, que j'utilise régulièrement.
Je vais vous les montrer exceptionnellement parce que là, je pense que ça vaut le coup que vous voyez ça de vos yeux. Alors j'ai d'abord eu accès à cette carte-là, vous voyez là les avancées russes, et là vous voyez Koubatkin, alors c'est encore une fois là où sont apparus les soldats d'élite qui étaient dans les tuyaux de gaz, ils sont apparemment apparus vers là. Ils sont ressortis vers là, donc ça c'est pour vous situer. Donc là vous voyez Koubatkin, là vous voyez Souja, et vous voyez, ça c'était il y a quelques jours où il s'était arrêté. Donc vous voyez, là il y a encore une zone flottante où il y aurait peut-être encore des Ukrainiens ici. Mais vous voyez un peu l'avancée russe. Donc ça va jusque là. Vous voyez, Souja est juste à côté. Juste à côté. Là vous voyez, là regardez. So Delicious, là vous voyez, avec le caddie, ça va vous donner un point de repère. Donc vous voyez, énorme, énorme comme avancée. Et ensuite, qu'est-ce que je vois? Eh bien, sur une autre carte, plus récente, eh bien, là on voit Souja, là on voit So Delicious avec le petit caddie, un Kupatkin ici, et c'est là où sont apparus les soldats apparemment. Et là vous voyez l'avancée russe. Elle est folle. Alors c'est les cartes, moi, et les sources que j'utilise habituellement. Alors peut-être cette fois-ci ont-ils quand même un peu exagéré, mais étant donné que bon ben là les médias semblent dire que Kursk est en train de s'effondrer, bon je vois pas pourquoi là les cartes se tromperaient cette fois-ci de manière colossale. Peut-être qu'ils ont exagéré. Bon, nous verrons bien plus tard. On confirmera tout ça la semaine prochaine. Bon, revenons à la carte normale. Donc, alors, ça, ces avancées ici, ici, c'est absolument certain. Maintenant, ici, ça semble relativement certain aussi, mais j'attends confirmation pour être sûr qu'il y a vraiment eu une telle avancée. Aux dernières nouvelles, Myrni serait quasiment entièrement prise. Je ne l'ai pas noté parce que là, ça me semblait vraiment beaucoup, hein. Bon, bref, en tous les cas, à confirmer, toute cette avancée à confirmer. Mais en tous les cas, si c'est vrai, bah oui, effectivement, on assiste à un collapse complet, un effondrement complet de Kursk. Idée géniale, apparemment officiellement de Zelensky. Bah voilà ce que ça a donné. Ça a donné un véritable massacre côté ukrainien, des pertes en véhicules blindés, tanks absolument gigantesques, des pertes en armements divers et variés, titanesques. Bref, ça a été une folie dès le départ, folie que j'ai dénoncée moi-même dès le départ, hein, dès les premiers jours. Exactement le 10 août, hein, très exactement, je vous ai déjà dénoncé que c'était un plan complètement suicide. Et bien voilà, ce qui devait arriver arriva, donc un massacre complet des Ukrainiens, des pertes de matériel jamais vues dans cette guerre. C'est absolument fou. Absolument fou. Je vous rappelle que l'idée de base de Zelensky, c'était d'envoyer des troupes à Kursk pour que les forces russes soient prises du front et envoyées à Kursk pour affaiblir le front. Voilà, c'était ça l'idée de base, hein. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, beaucoup disent que c'est aussi pour prendre la centrale nucléaire de Kourtchatov ici, donc de Kursk, qui est à Kourtchatov. Ok, en tous les cas, peu importe. Bon, ça a lamentablement échoué. C'est une catastrophe absolument gigantesque militaire, mais aussi humanitaire, j'ai envie de vous dire. Voilà, bon, allez, j'arrête là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire du 8 mars 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Et toujours, soyez curieux.